Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero et Yokozo Minasan pour la suite des aventures d'Oden Kuzuki au pays de Wano Kuni il y a 41 ans. Ensemble nous voilà... Oh mais vous seriez pas Denjiro le fourreau rouge éternel manquant là L'arc narratif le plus long de One Piece aura besoin de son flashback le plus long. Les petits bébés des Shiroda, c'est ces flashbacks si précieux qui font de One Piece une œuvre extrêmement mystique. Et du coup, et bien voilà, la porte ouverte, défoncée par le maître, c'est-à-dire la suite directe de Oden Kuzuki versus... Peut-être avez-vous loupé des détails dans ce chapitre qui vont avoir leur importance plus tard dans le 4e et 5e acte de Wano no Kuni. Et donc dans le présent, vous allez voir qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits. Et donc c'est très important d'en parler. Mais la véritable masterclass de cette revue, ce sera la seconde partie, avec une idée toute rebondue de la tête de Kamaltero, une idée vraiment super intéressante, une très bonne théorie, vous allez voir, sur la suite de Wano Kuni et sur la relation entre Orochi et Oden Kuzuki, les gros fils sur une inspiration directe des Shiroda. Et enfin, en troisième partie, nous allons finir et clore les ponts ultimes entre passé et présent. Chez Shiroda, les flashbacks sont toujours très tire-larme, mais cette fois-ci, on sait comment cela va se finir exactement. On arrive et c'est juste un compte à rebours final sur comment est-ce que va finir Oden Kuzuki. On le sait, mais on a peur de le voir et on va en parler ensemble avec l'arrivée de la créature la plus puissante au monde. Nous nous retrouvons donc il y a 41 ans au pays des samouraïs, une nouvelle fois la suite des aventures de Oden Kuzuki qui continue un peu les 12 travaux d'Hercule, première source d'inspiration du personnage pour Eiichiro Oda. Et là-dessus, très intéressant, c'est que voilà, on a le sanglier des Riantes, on voit tout ça, on se dit qu'il y a une bonne continuité, mais vous allez voir que ici on a donc la représentation d'un personnage qui est un héros, genre vraiment en fait la véritable représentation du héros, pas un super héros, il a pas des super pouvoirs, mais il a une partie totalement humaine, mais aussi en fait, divine. Vous allez donc voir que le registre lexical un peu du divin, de la divinité va beaucoup revenir dans cette vidéo parce que on voit bien que ici le personnage d'Oden Kuzuki va être très important, il va être un peu au-dessus des hommes, genre vraiment en fait ça qui est très important. Et là-dessus le premier truc qu'on voit, c'est ce rapprochement avec, on va dire un peu ses apôtres. Vous avez déjà vu le titre de la vidéo, vous inquiétez pas, vous avez bien compris, on va en parler. Il a ses premiers apôtres. Il a Kinemon et il a Denjiro. Oden Kuzuki, on l'aime en secret, c'est votre star de J-pop absolu. On l'assume pas, on l'assume clairement pas, tout le monde l'aime mais on le dit pas à ses amis. Et du coup, il y a quelqu'un qui ici vraiment se détache du lot, que même Oden Kuzuki a remarqué en premier, il s'est dit waouh, lui il en a dans le ventre. C'est le fameux Kinemon. Et Kinemon, directement il a dit une phrase extrêmement importante dans le chapitre qu'il faut noter. Il fait Otsuru, Otsuru, je crois que je mourrai pour cet homme. Oui, je crois qu'il peut très bien mourir puisqu'on en est à un moment décisif où ce flashback a atterri dans l'œuvre de One Piece. C'est pile au moment où Kinemon justement, il a tapé sa meilleure barque, ses meilleurs vêtements là, et il est parti sur Onigashima dans une situation absolument désespérée. Et je pense quelque chose qui peut être absolument foreshadowingé de la part d'Eiichiro Oda en ce moment même, c'est peut-être la mort de Kinemon qui est, je vous le rappelle, le fourreau rouge le plus sexy de l'univers. Non mais c'est fort probable parce que déjà de base le parallèle est créé entre la dernière parole de Kinemon dans le présent qui disait nous allons mourir pour Oden Kuzuki pour réaliser ses souhaits et tout, sa volonté, et surtout est-ce que ça pourrait pas aller plus loin. On sait que la grande guerre de Wano Kuni c'est censé apporter quelque chose, il en est capable de plus en plus, et Eiichiro Oda via une plus grande on va dire maturité dans son œuvre fait mourir un Pedro, fait mourir un Yasuo et Shimotsuki, pourquoi pas arriver à la mort d'un Kinemon, déjà de 1, parce que moi ça me toucherait énormément, c'est un personnage que j'apprécie énormément, je me suis beaucoup attaché à ce gars depuis Punk Hazard, le voir en tout cas mourir dans le manga, je trouvais que ça apporterait vraiment un énorme drame, enfin ça ferait un peu Philly Kilitorin à la fin de la reprise d'un pays quoi, et on aurait à ce moment là le tout premier foreshadowing, la toute première fois que Kinemon voit Oden Kuzuki son maître dit j'ai envie de mourir pour lui. De base, je sais pas, je trouve ça trop beau. Et ce serait beau, donc c'est très beau, oui. Le second fourreau rouge tout droit sorti du flashback, c'est quand même Denjiro, toujours là, il est classico. Et Denjiro, ce qu'on aime bien chez lui, c'est que c'est vraiment un personnage qu'on va connaître énormément, mais sous sa forme jeune, puisqu'on l'a
vraisemblablement jamais vu adulte. Et j'ai vraiment l'impression que, eh bien, ça sera deux personnages différents en fait. On va vraiment commencer. Enfin bref, c'est assez fantastique. Si Denjiro devait être Kyoshiro, vous savez, c'est notre théorie la plus vieille sur l'identité de Denjiro depuis l'arc de Wano Kuni. 8 février, autant Kyoshiro, là, commence à avoir un truc hyper intéressant, un certain charisme de vilain, Ouais, et pourtant on se demande s'il va l'être. C'est ça qui est assez intéressant, parce que ce mec-là, la première fois qu'il a été présenté, eh ben, il se foutait de la gueule du Shogun, en disant que c'était un lâche, qu'il était chiant, qu'il n'avait pas travaillé pour lui et tout, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que je me demande, alors que là, il est là, et il dit clairement, ouais, si les 9 fourreaux rouges arrivent, moi je les mets à l'amende. Est-ce que ce mec-là serait pas un fourreau rouge? Est-ce qu'il serait pas un des 3 fourreaux rouges manquants? Et parce que, voilà, il serait parfait pour un fourreau rouge. Depuis le 8 février 2019, on vous dit que ça peut être Kyoshiro, Denjiro. Et alors, il est vrai que depuis l'apparition de Denjiro dans le passé, on voit qu'il a exactement les mêmes définitions culinaires. Il a les mêmes finitions capillaires au niveau du front. Cependant, on voit très bien qu'il a une extension énorme de banane japonaise de mafieux qui, vu que grâce à l'animé, enfin merci l'animé qui définitivement spoil absolument tout, eh bien n'est pas de la même couleur que ses cheveux. Les cheveux de Nizuka là, ils sont pas. Voilà, ce qui prouve que ça truc. Et en plus, c'est un truc japonais très courant parce que se faire une véritable banane comme ça, c'est très difficile au Japon. Donc si tu veux être un vrai gangsta de la street, généralement c'est une extension supplémentaire. Et du coup, eh ben ça prouve que peut-être Ishiroda il nous a montré cette extension pour cacher que ce dessous c'était les mêmes cheveux que Denjiro petit. Les deux premiers apôtres, bah j'ai envie de dire d'un certain prophète, de quelqu'un qui va absolument tout changer et qui commence par Pouillave, un énorme sanglier. Ça arrive. Et ce qui est assez beau, c'est que le petit s'en va, on ne sait pas ce qu'il devient. Et moi là-dessus j'ai ma petite théorie, je me demande si, vous êtes beaucoup aussi à le penser et tout, et ben qu'il va avoir un rôle plus tard, que le dieu de la forêt va devoir revenir, jouer un rôle pendant Onigashima, et surtout, attention, là où ça devient intéressant, contrôlé par Otama. Je me demande si elle pourrait pas lui donner un peu des boules là comme ça, et hop, ce serait... Enfin, le dieu de la forêt contrôlé par Otama, ce serait quand même génial. Non mais dieu de la forêt versus Jack en mammouth. Trop cool. Ok. Et en parlant de cochon, quelque chose de très intéressant, petit bonus, je sais pas si vous l'avez remarqué, à la page numéro 7 de ce chapitre, Ichiroda qui continue à faire le gamin. Il y a une onomatopée, genre le cochon qui est en train de défoncer toute la ville et pour essayer un peu de maraver Kinemon. Il y a une onomatopée, vous savez, au lieu de bim bam, et ben à la place de ça, et ben il y a marqué bacon pour dire bacon. En gros, nous en tant qu'occidentaux, on lit juste ça en mode haha, super, des katakana, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais en fait, quand on connaît les katakana, c'est marqué en gros bacon. Donc en fait, t'es japonais, tu lis le truc, ça te sort complètement, tu vois en gros marqué bacon. Ishiroda, tu me fatigues. D'ailleurs aussi, petit bonus, vous remarquerez à la page 13 un pandaman. Voilà, ça c'est les reviews du Mon Corvo. Également, cela dit, il y a quand même un sacré rapprochement avec un personnage assez connu du monde de One Piece. Hein. Il a les cheveux verts, il a 3 sabres, et il a qu'un œil ouvert. Vous avez été extrêmement nombreux lors de la réaction live à nous évoquer le fait que Roronoa Zoro et Oden Kuzuki se ressemblaient beaucoup vis-à-vis de leur attaque. Et puis c'est normal parce qu'on rappelle quand même que c'est un style de Nitoryu et que du coup le style à 2 sabres dans One Piece ce n'est pas totalement fréquent et du coup forcément si vous voulez faire une attaque aérienne en découpant un sanglier géant en deux, vous allez pas faire 36 000 pauses. Hein. Et c'est surtout que ça va être très important si vous voulez voir un parallèle entre Oden et Zoro. Attendons de voir ce que Zoro va faire avec Ameno Abakiri et surtout Enma s'il a les deux. Et là on pourra dire oh Jesus Christ, Oda fait un parallèle et tout, mais pour le moment, moi j'ai l'impression que c'est un peu trop tôt de parler de ça. Cela dit, il est vrai que de manière purement plastique et iconographique, la seule référence que nous avons vis-à-vis de cette attaque-là, c'est uniquement Roronoa Zoro, et c'est vrai que du coup, le symbole d'héritage très fort entre les sabreurs, juste de niveau de la plume des Shiroda ou dans la diégèse même de son œuvre, est explicite, et vous avez totalement raison de l'évoquer. Et ce qui est vraiment stylé également, c'est au niveau des attaques d'Oden, on a vraiment ici Shiroda qui encore une fois annonce la fin tragique de son personnage une énième fois vis-à-vis de lui-même qui a conscience de son sort en balançant son propre nom dans ses attaques vu que ben ses attaques c'est des trucs d'Oden quoi, genre vraiment il sort ouais nouille d'Oden et tout, enfin et c'est voilà, c'est pas normal. On peut quand même remarquer que les deux personnages sont extrêmement sexy aussi. Ouais, de toute façon il a les cheveux verts. Hein. Est-ce que vous savez les amis qu'un serviteur se disant être un humble serviteur n'est pas un humble serviteur? Non mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que la première fois que nous voyons le personnage d'Orochi, bah, il se présente comme ça, oui je suis un humble serviteur, oh Grima langue de serpent, on t'a reconnu, on sait qui tu es, Orochi, nous venons du futur, nous savons qui tu es. C'est vrai en plus.
personne ne l'avait vu venir. Personne n'avait vu Orochi venir comme étant en fait le serviteur de Yasue Shimotsuki. Et alors, relire les chapitres 41, 42 et 43 rendent la mort de Yasue Shimotsuki encore plus terrifiante, plus vexante et surtout plus terrible. Parce que on voit donc ici la véritable image du serviteur qui a tué son maître. Mais alors comment Orochi en est arrivé là? Et donc moi j'y réfléchis comme ça, je me suis dit étant un homme de foi, je me suis dit il y a quand même derrière tout ça une image forcément religieuse et tout. Et en fait on arrive à quelque chose, c'est que ma théorie est donc que Oden est en fait Jésus-Christ. Oden Kuzuki, ou comment écrire un personnage surhumain, cité pour la première fois il y a plus de 3 ans, faisant patienter les lecteurs, cachant son visage pendant plus d'1 an, écrivant son nom dans presque tous les chapitres de Wano Kuni. Eiichiro Oda nous présente un personnage qui a même séduit les plus grands de ce monde, comme annoncé au chapitre 920, captivant Goldie Roger et charmant Barbe Blanche, faisant le tour du monde, découvrant la vérité sur Raftel et sur le One Piece, le mangaka s'inspirant des 12 travaux d'Hercule pour créer une figure mythologique d'un véritable héros à la fois humain mais aussi divin, un être impossible à ignorer en son temps, vénéré par certains et détesté par d'autres, un prophète qui plus tard aura une mission. Et si alors Oden Kuzuki était inspiré de Jésus-Christ? Bien sûr ici nous allons seulement parler d'images, d'écritures se reflétant sur l'histoire connue des évangiles et donc de la Bible, Oda pouvant s'inspirer de l'histoire de trahison la plus connue du monde. Nous avons donc un homme capable de réaliser des miracles et impossible à ignorer, celui qu'on adore en secret même si tout le monde est contre lui, quelqu'un qui dérange un ordre déjà établi, quelqu'un qui veut changer le monde, et donc ici, quelqu'un qui veut ouvrir les frontières d'un pays alors que c'est interdit depuis des milliers d'années. Eiichiro Oda décrit la vie d'un homme seul, qui n'a pas de maison, qui marche et qui posera son lit là où il se trouvera quand le soleil se couchera. Et petit à petit, des gens vont le suivre. Au final, ils seront 9. 9 fourreaux rouges, 9 disciples, 9 apôtres. Pour le moment, nous en avons 2, Denjiro et Kinemon, capables de mourir pour leur nouveau maître, le suivant là où il va sans hésiter. Nous savons alors que sur sa route, Oden en trouvera 7 autres, mais quelque chose de troublant se présente au chapitre 961, la présentation de Kurozumi Orochi, jeune homme servant de Yasue Shimotsuki sans amour propre qui sera plus tard le grand méchant de l'histoire. Le servant qui plus tard tuera son maître crucifié, rappelant tout de suite l'épisode de la Passion se terminant sur la crucifixion. J'ai alors voulu relire le chapitre 942, celui de l'exécution de Yasue, et en effet, nous apprenons quelque chose de très important passé jusque-là inaperçu. Yasue s'adressant à Orochi en disant « Toi qui étais si redevable à Oden Kuzuki, tu as comploté contre lui. » Si redevable, nous savons donc que Oden va aider Orochi. Est-ce que ce dernier n'est alors pas devenu lui aussi un fourreau rouge d'Oden, mais a comploté contre lui, décidant de le trahir lors de l'arrivée de Kaido? Car en y réfléchissant bien, qui pouvait savoir que Oden Kuzuki connaissait les secrets de Raftel et la vérité sur ce monde, si ce n'est les seuls et fidèles alliés? Comment Kaido a su qu'il fallait le torturer pour obtenir ces informations? Quelqu'un a dû lui dire, quelqu'un a vendu son maître contre du pouvoir, un enfant qui n'avait rien, sans gloire, toujours à genoux, accumulant des années de frustration. Kurozumi Orochi. Imaginez alors Oda dessinant la scène, 10 fourreaux rouges plus Oden, sa femme et Yasue, formant ces 13 véritables alliés, 13 à table, le dernier repas partagé tous ensemble avant que Orochi trahisse Oden en donnant à Kaido des informations pour le capturer et le tuer. Car comme nous savons, Kaido n'est pas invincible, il peut être vaincu, et Oden étant extrêmement puissant et le seul à l'avoir blessé, avait peut-être l'occasion de le tuer si Orochi ne l'avait pas trahi avant. Nous pourrions alors retrouver dans One Piece une inspiration majeure dans les figures bibliques et plus précisément du Nouveau Testament. Oda représentant Jésus, Orochi Judas et Kaido et son équipage la personnification de l'Empire romain tout-puissant. Nous aurions donc ici le tout premier traître confirmant notre théorie du théâtre des illusions qui veut que tout personnage de Wano porte un masque et donc ait une double identité. Les fourreaux rouges seraient les samouraïs évangiles, des acteurs de mémoire, des porteurs de la volonté qui doivent accomplir et terminer la mission de leur maître, ouvrir les frontières de Wano Kuni. Vous avez compris, la relation entre Oden et Orochi peut être assez complexe, mais quand même elle va droit au but, comme Marseille. Oh jeez! Et ça crée un parallèle explicite, mais vraiment très fort, avec Barbe Blanche et Barbe Noire. Voilà, vous voyez très bien le Barbe Noire, le petit Barbe Noire qui pleurait sous cette lune, exactement comme un Orochi totalement dégueulasse qui se laisse marcher dessus parce qu'il y a une vieille flaque là, ok. Un Barbe Blanche qui ne comprend absolument pas comment on peut avoir un tel comportement, qui recueille cette personne, qui va l'aider, qui va le mettre dans son équipage et qui au final se fera poignarder dans le dos littéralement pour voler son pouvoir, voler sa place et littéralement voler la place d'un empereur, voler la place
d'un Daimo. Quelque chose qu'on répète depuis un an au Mon Corvo, on est là en mode ouais, Oden Kuzuki c'est le best, c'est le best, c'est le best. C'est plus que le best. Oda de plus en plus nous montre que le mec était vraiment pas humain, il avait quelque chose de spécial. Si il a séduit Barbe Blanche et Roger, et ben voilà, je me demande encore si... je trouve que ça conforte vraiment cette image que le personnage en tout cas est un peu une divinité. Surtout, dernier personnage en plus qu'on peut mettre en corrélation, c'est aussi Toki Kuzuki. Si un genre de dieu, de héros mythologique comme Oden doit finir avec quelqu'un, c'est forcément un peu une déesse aussi. Et là-dessus, c'est un peu Toki Kuzuki qui vient apparemment du passé, qui a pu emmener des gens dans le futur et tout. C'est le seul personnage qui a pu faire un truc aussi terrible. J'avoue, on n'a jamais vu de Xelor comme ça dans le monde de One Piece. Et donc, je me demande si, vous voyez, je trouve que vraiment Oda il est en train de mettre beaucoup de choses surnaturelles, de miracles en fait, de quelque chose de mythologique dans un seul et même personnage. Et surtout c'était ce personnage là qui était quand même censé aussi abattre un dragon mythologique. Les aventures d'Oden continuent et se concluent avec l'arrivée de la créature la plus puissante au monde. Et bien c'est quand même vraiment vertigineux de se dire qu'avec la présentation du personnage d'Oden que nous avons, ce type totalement flippant, ce monstre de puissance, le héros de Wano, qui va faire toute sa vie avec le seigneur des pirates, l'homme le plus fort du monde, tout ça. Ah putain, c'est flippant de se dire que toutes ces belles choses, toute cette perle de l'humanité, vraiment qui va se marier avec la personne qui connaît les secrets du monde, tout ça et qui tout. va juste aller sur Raftel découvrir le One Piece. Tout ça est anéanti juste, et c'est ça qui fait l'essence du shonen. Tout ça a été anéanti par des biceps. Mais vraiment, c'est-à-dire que vraiment tout ce que vous avez, la beauté de ce monde et tout, elle peut être anéantie par la violence, par les flammes, la destruction et par quelqu'un qui est plus fort que toi. Et ça c'est vraiment bizarre quand même, et du coup j'ai hâte de ce moment-là parce qu'on sait que ça se finit comme ça. On a vraiment hâte de découvrir comment Oden Kuzuki va être la seule personne un petit peu à blesser Kaido, à lui faire une cicatrice. Ça va être grandiose de voir ça, ça va être sûrement le moment le plus shonen de toute l'histoire. Franchement, ça se trouve, ça sera le combat, vraiment, vraisemblablement, le combat des plus grandes échelles de puissance que le manga ne nous a jamais offert. Si on a juste cette attaque, ça sera fascinant de voir Kaido blessé, saigner. Ça sera vraiment, et je pense, un moment vertigineux de savoir qu'aujourd'hui, ça va se conclure là-dessus et se dire... Nous allons donc avoir un flashback qui va vraiment tarder, ça on le sent, parce que pour la première fois de One Piece, on va avoir un flashback qui va traiter plusieurs années, plusieurs générations, parce que quand Oden va blesser Kaido, il aura plus de 40 ans, et ça c'est très important aussi. Donc on va voir qu'on a l'arc, vraiment c'est ce qu'on disait depuis presque 2 ans, le plus long de tout le manga. God Valley entre temps. C'est incroyable, c'est incroyable comme en fait ça va traiter énormément de choses, il va y avoir beaucoup de répercussions, beaucoup de choses à dire, et on continue dans 2 semaines parce qu'il y a une pause la semaine prochaine pour le chapitre 962. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Kitaro et c'était Kamaltero. Ciao ciao.